Eh bien, bonjour à tous et à toutes. En tant que doyen, j'ai l'honneur de présider cette première séance du nouveau conseil municipal, au cours de laquelle nous allons procéder à l'élection du maire de Sanary. Je suis très fier d'avoir été présent au sein de toutes les équipes municipales qui se sont succédées depuis 31 ans autour de Ferdinand Bernard et qui ont fait de Sanary une ville où il fait bon vivre, admiré de tous et très souvent même ennuyé. À ce sujet, je tiens à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui se sont investis au cours des différents mandats, ainsi qu'aux employés musicaux dont le travail a participé à ce joli résultat. À la tête de cette assemblée, un homme, Ferdinand Bernard, toujours en première ligne, devant, parfois toujours attentif et bien commun au théâtre, au bien-être de ses administrés. Et la terrible crise sanitaire qui nous traverse ne fait que confirmer ce constat. Plus de 2 mois nous séparent maintenant du dimanche 15 mars 2020, où 68,71% des électeurs salariés ont désigné au premier tour la liste donnée par Ferdinand Bernard. Pour éviter l'inviter à poursuivre son action sur Sanary, que ces personnes soient assurées que nous mettrons tout en œuvre pour être dignes de la confiance qu'ils nous ont très largement témoignée. Mais revenons à notre mission. Vu les circonstances particulières dans lesquelles nous nous trouvons, je vais passer l'essentiel à nous destiner à notre belle amie Claudia Bagnara, secrétaire de séance, et lui demander de faire l'appel. Avant tout cela, je vous demanderai d'éteindre vos portables pour ne pas gêner la transmission en direct du conseil municipal via le réseau 4G. Comme donc, je vous demande de le faire appel, s'il vous plaît. Ferdinand Bernard. Patricia Aubert. Présent. Jean Bondy. Présent. Muriel Canotte. Présent. Jean-Luc Granet. Fanny Madela. Robert Portu. Eliane Thibault. Daniel Aster. Laurence Coche-Debrassa. Christophe Galina. Eric Migaccio. Véronique Dimaggio. Gilles Garcia. Céline Botasso. Luc Demaria. Sylvie Bouchard. Laetitia Pat. Camille Lesange. Présent. Linda Romero. Présente. Jean-Pierre Roussel. Vitel Claudia. Bernard Roger. Carole de Peretti. Présente. Frédéric Carta. Pascal Bonnet. Marie-Christine Nicolas. Pierre Chazal. Présent. Emmanuel Serra. Présent. Elisabeth Moser. Présent. Thomas Déco. Présent. Et Jean-Pierre Meyer. Présent. Le quorum est atteint et la majorité absolue. Je rappelle les éléments suivants. Nous allons procéder à l'élection du maire et des adjoints. Je demande aux candidats de bien vouloir se déclarer. Pendant ce temps, nous allons procéder à la constitution du bureau que je préside. Mes 2 assesseurs sont Luc de Maria, deuxième plus jeune de la majorité, et Claudia Vittel, troisième plus jeune de la majorité. Patricia. Donc, je voudrais proposer la candidature de M. Ferdinand Bernard en qualité de maire. Y a-t-il d'autres candidatures? Je vous remercie. Nous pouvons procéder au vote.
Ça fonctionne comme ça? Puis-je faire une très brève déclaration? Monsieur le Président de séance, oui. Je vous remercie, je serai très bref. Voilà, la période que nous venons de vivre et dont toutes les conséquences probablement ne sont pas encore faites ressentir, a été une rude épreuve pour toutes et tous. Je tiens à exprimer ici ma compassion aux familles qui ont perdu l'un des leurs, victimes de cette pandémie. Par ailleurs, je tiens à saluer tous nos concitoyens qui, bravant de réels dangers, ont œuvré à la poursuite d'activités essentielles à notre santé et au bon déroulement de notre vie au quotidien. Enfin, le respect massif de la population à des conditions de confinement parfois sévères mérite d'être positivement souligné. Cette crise sanitaire a soulevé de nombreuses questions. Elle a mis en évidence des dysfonctionnements. Un sérieux bilan devra être tiré à tous les niveaux de notre société, sans quoi les mêmes causes produiront les mêmes effets, en plus grave peut-être. Aujourd'hui, voilà enfin la mise en place de notre conseil municipal. Une partie des Sanariens me permet de siéger dans cette assemblée pour représenter la liste de gauche Renouveau pour Sanary, liste citoyenne d'hommes et de femmes appartenant ou pas à un parti politique et soutenue par le Parti communiste français, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Je les remercie chaleureusement pour la confiance qu'ils ont ainsi exprimée au projet dont nous étions porteurs et que je continuerai à défendre. Mon engagement dans ce Conseil visera donc à porter plus loin notre ambition de mieux vivre tous à Sanary, sans jamais oublier la nécessité de prise en compte des enjeux sociaux, mais aussi environnementaux, tant locaux que planétaires. Ma démarche visera à favoriser le dialogue constructif, à contribuer à la recherche des meilleures solutions pour l'intérêt général et de porter la voix de celles et ceux que l'on n'entend pas toujours. Nous ne serons pas toujours d'accord. Cela s'exprimera dans le respect des personnes et toujours dans la confrontation sérieuse des idées. Citoyen politiquement engagé depuis de nombreuses années, je me suis toujours appliqué à refuser la politique des caniveaux. C'est une éthique à laquelle je ne dérogerai pas. Respectueux des règles démocratiques et du choix des Sanariens qui ont donné la majorité absolue à la liste conduite par M. Ferdinand Bernard, je laisserai le soin légitime au groupe majoritaire d'élire aux fonctions de maire et d'adjoint les personnes de leur choix et m'abstiendrai donc à l'occasion de ces votes. Je nous souhaite à toutes et à tous la volonté et la force pour mener à bien la mission qui nous a été donnée aux uns et aux autres par les électeurs qui ont accompli leur devoir citoyen le 15 mars dernier. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Meyer, merci. J'invite M. Meyer à éteindre son micro. Merci beaucoup.
Je vais demander aux membres du bureau de venir nous rejoindre dans la procédure de brouillon. Merci. Nous allons procéder. Il y a des vides, donc. D'accord. Donc, sur les enveloppes, nous allons devoir signer vide, marqué dessus, vide, et signer sur l'enveloppe. Ferdinand Bernard. 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 Ferdinand Bernard, oui. Voilà. Ferdinand Bernard, oui. Ferdinand Bernard. 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 Vide. Là aussi. Les membres du bureau donc 4.
Je vais vous donner lecture des résultats. Bulletin trouvé dans l'urne 33, bulletin nul 3, bulletin blanc 1, suffrages exprimés 29, majorité absolue 15. Donc M. Ferdinand Bernard obtient 29 voix et il est donc élu maire de Saint-Marie. Bravo, merci beaucoup. Je vais remettre les cartes avec beaucoup de plaisir et je vais lui donner cette place. Bien. C'est toujours un moment émouvant que d'être choisi d'abord par les électeurs, ensuite par le conseil municipal pour être le maire de cette belle cité de Saint-Lary. D'habitude, excusez-moi d'employer ce mot, puisque c'est la 6e fois comme maire et 6e fois comme conseiller général. D'habitude, c'est un moment plus joyeux. C'est vrai que d'habitude, il n'y a pas ce virus qui vient nous empoisonner la vie dans tous les sens du terme. Je voudrais d'abord saluer toutes celles et tous ceux qui, pendant ces semaines passées, ont à mes côtés, sous l'autorité de la directrice générale des services, Vanessa Truc-Fayol, qui s'en va. Tous ceux qui, autour de nous, ont consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de faire en sorte que les salariés et les salariés aient le moins de risques possible d'être contaminés. Ça a été mon chemin et je continuerai tant que les choses ne se seront pas éclaircies. Préserver la santé et finalement la vie de ceux qui nous font confiance me semble être la chose la plus élémentaire. Je ne vais pas parler longtemps, de toute façon, et pas très longtemps non plus de cet épisode terrible, mais vous savez, au mois de février, donc bien avant le confinement, j'ai dit à ceux qui m'entouraient, et quand nous avons commencé à préparer ces moments difficiles, bien avant que l'État s'y mette, avec tant de retard, je leur ai dit, n'imaginez pas que c'est le corona, vous ne connaissez pas moi non plus, imaginez que c'est la peste, et comme ça vous comprendrez mieux ce qu'il faut poser comme acte. Certains ont dit, c'est une grippette. D'autres ont dit, finalement, on nous a raconté des salades. J'ai entendu, comme vous certainement nombreux, le maire de Bergame. 5000 morts dans sa ville. Si vous pensez que c'est une grippette, transposez ça sur la population de Saint-Lary, et si ce cataclysme s'était abattu sur notre ville, nous aurions compté près de 700 morts, et peut-être plus. Et donc, il faut être prudent et il faut être vigilant. C'est sûr qu'il viendra un moment où nous devrons tirer les enseignements de tout ce qui s'est passé, quand on saura un peu plus sur la réalité à la fois du virus, de sa puissance, de ses effets, des supports de contamination, des traitements ou pas, des vaccins ou pas, des bonnes et des mauvaises décisions qui ont pu être prises ici ou là.
il y a eu dans notre ville 2 foyers importants. Un au commissariat de police et un dans une maison de retraite. Dans le premier, il y a eu 7 contaminés. Dans le second, il y en a eu 20, avec 2 décès. Et il y a eu, à ma connaissance, puisqu'il ne fallait pas compter sur l'État pour vous donner la moindre information, parce que tout simplement, il n'en avait pas, dans leur capacité permanente. Il y a eu d'autres décès à ma connaissance, mais des personnes qui ont été contaminées à l'extérieur de la ville. Et parmi celles-ci, au moins 2 sont décédés. 2 dans la maison de retraite et 2 autres à ma connaissance. C'est vrai que certaines personnes contaminées, ça s'est passé à peu près bien, d'autres, ça a été beaucoup plus difficile, et puis certaines y ont laissé la vie. Je voudrais effectivement dire que je me suis rendu aux obsèques de l'un d'entre eux parce que son fils m'avait envoyé un message en me disant « On va enterrer mon père comme un chien ». Et je me suis dit que peut-être c'était le rôle du maire, le devoir du maire, que d'être présent aux côtés de cette famille. C'est vrai que les obsèques, c'est pas réjouissant. C'est déjà un moment de grande tristesse, mais là, c'était pour un tas. Je voudrais saluer ces familles qui ont vécu ces moments difficiles. Mais, si vous voulez, à ces obsèques, si on peut appeler cela des obsèques, j'ai eu un moment de réconfort. L'agent des pompes funèbres a été tout simplement remarquable. Remarquable d'intelligence, remarquable d'humanité, remarquable de gentillesse, remarquable à tout point de vue. Et donc je me suis dit à ce moment-là, tu vois, il y a des moments terribles, et ces moments terribles révèlent certaines personnes. Je le croisais, je le connaissais comme ça de vue, et là j'ai vu qu'il y avait vraiment, dans des moments comme ça, de très très belles personnes. Voilà. Je voudrais revenir à l'objet de notre réunion et remercier bien sûr toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné, à la majorité des salariés qui m'ont élu, en saluant plus particulièrement leur courage d'être venus alors qu'on annonçait le confinement pour le lendemain ou le surlendemain. Je voudrais remercier la majorité du conseil municipal, c'est-à-dire ceux qui étaient sur ma liste, et vous dire que je vis ce moment dans mon fort intérieur comme un très très grand honneur, un très grand privilège, une très grande chance qui impose aussi beaucoup de devoirs. C'est pas parce qu'on est élu 6 fois qu'on doit considérer les choses autrement qu'avec une grande, très grande responsabilité. Merci aussi à tous ceux qui m'ont accompagné avec fidélité pendant les mandats précédents. Je voudrais aussi adresser un remerciement tout particulier à ceux qui m'ont aidé, nous ont aidés à préparer la campagne électorale. Ils l'ont fait avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité, un savoir-faire que nous n'avons pas à nous forcément, et ils l'ont fait bénévolement et généreusement. Donc merci à celles et ceux qui nous ont accompagnés pour gagner cette élection. Je voudrais remercier tous ceux qui, en nous confiant de nouveau le soin de gérer cette ville, quand je dis gérer, c'est au sens le plus large du terme, merci parce que j'ai le sentiment qu'ils ont reconnu le travail que nous avions effectué les années passées. C'est la première fois, que ce soit les élections cantonales, les élections municipales, que nous sommes élus au premier tour. Non seulement au premier tour avec une large majorité. Ça fait partie des choses qui font du bien à l'âme. Certains pourraient me demander quelle est la recette pour être réélu. Je ne connais pas de recette.
je ne connais pas de recette. Ce que je sais, en tous les cas, ce que je perçois, c'est que la première chose, c'est qu'il faut pendant le mandat beaucoup travailler. Il faut prendre des responsabilités, quelquefois celles d'autres qui ne savent pas, qui ne peuvent pas ou qui n'osent pas les prendre. J'ai toujours accepté de prendre les responsabilités qui s'imposaient. À une seule condition, c'est d'être en accord aussi avec celles que je prenais venant d'autres personnes. Ce monde, on l'a vu pendant cette période, est fait de lâcheté, de démission, de mensonges. Je crois que j'ai le privilège d'être fils de paysan. Et la terre vous apprend beaucoup de choses. D'abord, elle vous ressource quand vous la travaillez. Ensuite, elle est quelquefois ingrate. Elle est quelquefois généreuse. Mais il faut beaucoup travailler pour espérer récolter. C'est un privilège tout à fait exceptionnel. La vraie vie, celle qu'ignorent nos énarques et tous ceux qui sortent des grandes écoles, la vraie vie, elle est dans la rue et dans les champs. Elle est dans les usines. Elle est dans les familles. Elle est dans les écoles. Elle n'est pas dans des théories fumeuses. Elle est dans la prise de responsabilité. Ce que je sais aussi, c'est que sans arrêt, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question en permanence. Parce que si on ne se remet pas en question, bien évidemment, on commence à régresser. Et je crois que ceux qui travaillent avec moi depuis longtemps savent combien je suis pénible sur ce sujet. Il faut toujours chercher les marges de progression. Il y a toujours des marges de progression. Et si on ne les trouve pas, là aussi, on commence la régression. Ensuite, je suis intimement convaincu qu'il faut avoir le souci du bon et du détail. Ce sont les petits détails qui font que la vie change. Les grandes métamorphoses, nous aurons, et nous n'avons pas eu souvent l'occasion d'en provoquer. Je dis simplement que c'est au quotidien, chaque jour, ligne après ligne, acte après acte, que nous pouvons progresser. Et si je dis acte après acte, c'est parce que j'ai une intime conviction. C'est que la vie publique, c'est d'abord poser des actes. Ce ne sont pas des discours. Ce n'est pas dire au peuple de notre pays un certain nombre de choses et puis ne pas les mettre en œuvre, voire mettre en œuvre le contraire. Poser des actes. Et puis, il y a quelque chose qui est fondamental dans la vie publique. C'est aimer son prochain. Si vous n'aimez pas les habitants de votre commune, si vous n'aimez pas les habitants de votre pays, vous ne pouvez pas être en harmonie avec eux. Et ça rejoint un autre principe qui me paraît important, c'est gérer un bon père de famille. Mais gérer, ce n'est pas simplement les sous. Gérer un bon père de famille, c'est avoir cet esprit-là. C'est vous dire que quand vous aménagez la ville, c'est comme chez vous, vous aménagez votre jardin, votre appartement. C'est chez vous, vous faites le mieux que vous pouvez pour vos enfants. Chez vous, vous réfléchissez à savoir si on part en vacances ou si on ne part pas en vacances pour pouvoir changer la vaisselle ou la voiture. Gérer un bon père de famille, c'est avoir à l'esprit en permanence ce genre de choses. Parce que gérer un bon père de famille, c'est savoir aussi dire non. Vous ne dites pas toujours oui à vos enfants, eh bien vous ne dites pas toujours oui aux habitants de la commune. L'élection, c'est une compétition à un moment donné. C'est projet contre projet, comme l'évoquait tout à l'heure M. Meyer. Dans le respect de l'autre. Dans le respect de l'autre. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais on doit respecter l'autre. Parce que l'écouter, c'est déjà commencer à se rapprocher.
On ne peut pas prétendre tout savoir dans tous les domaines, mais dans le respect de l'autre. Alors, M. Meyer, je l'ai dit le soir des résultats, je vous remercie. Je vous remercie du respect que vous avez eu pour vos adversaires et pour nous en particulier. Oui, la vie publique, elle peut être ce qu'on veut, sauf dans le fond des caniveaux. Alors je ne m'abaisserai pas au règlement de compte. Quelqu'un a écrit cette phrase merveilleuse, il faut être économe de son mépris, il y a tellement de nécessiteux dans ce domaine. Le maire, du jour de son élection, c'est celui qui a pour mission de créer du lien entre les habitants, chercher ce qui nous rapproche. J'ai jamais été très brillant en mathématiques, mais vous savez, il y a la théorie des ensembles et des sous-ensembles. Et dans les sous-ensembles, il y en a certains qui se chevauchent, qui sont proches les uns des autres. Eh bien, le rôle du maire, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'accroche entre ces sous-ensembles. Et donc, il faut chercher en permanence le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est celui qui fait qu'on se sent appartenir à une communauté, à un village, à un clocher, et c'est celui qui fait que nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté salarienne. La vie de maire, c'est comme la vie à la maison. On ne peut pas faire l'unanimité, c'est pas possible. Mesdames, messieurs, surtout les dames qui cuisinent, vous imaginez chaque fois que vous préparez un plat pour le peu que vous soyez quelques heures à la maison, si tout le monde est toujours d'accord. Et il y a un phénomène qui peut paraître secondaire. Mais vous avez remarqué que quelquefois, vous mettez le plat sur la table et il y en a qui vous disent, avant d'avoir goûté, ça ne me plaît pas. Eh bien, dans la vie de la cité, c'est pareil. Quand le maire d'une ville, quel que soit le maire, propose quelque chose, automatiquement, ils sont contre. Mesdames, je vous demande à cette occasion d'apprécier toute la patience que peuvent avoir les maires, M-A-I-R-E-S. Parce que vous imaginez bien que si on vous fait ça à tous les repas, il y en a quelques-uns qui vont prendre l'assiette en travers de la figure. Eh bien, nous, on supporte. On supporte. Notre rôle, c'est aussi d'organiser la rencontre. C'est pas de dire ce qui est bien ou pas bien. Dire que ceci est bien ou pas bien dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport, etc., c'est déjà être réducteur. Notre rôle, c'est d'organiser la rencontre entre le citoyen et la culture, entre le citoyen et l'animation, entre le citoyen et le sport. Et donc, il faut faire en sorte que nous ne marginalisions personne. Il veille, le maire, à faire en sorte que quel que soit l'endroit où on se trouve, dans cette salle, sur le multicenter, sur les terrains d'à côté, le gymnase, la piscine, les écoles, le théâtre, l'église, le port ou ailleurs, il faut que le citoyen s'y sente bien. C'est une façon de lui dire qu'on le prend bien en compte. Quelquefois, il ne s'en rend pas compte, justement. C'est un peu comme vous, quand vous avez bien arrangé la chambre de votre fils, et qui 5 minutes après a tout remis en l'air, vous pouvez être un peu déçu. Mais viendra un jour où il se rendra compte qu'il avait un privilège, celui d'être respecté, et faire en sorte que les lieux où les salariés se posent, même ceux de l'extérieur, faire en sorte que ces lieux soient de qualité, c'est une façon, et la première façon, de respecter nos citoyens. Et donc, pour comprendre le citoyen, il faut d'abord écouter pour entendre. Si je vous dis, est-ce que tu entends les oiseaux qui sont dehors? Si vous n'écoutez pas, vous ne les entendrez jamais. Et si je vous dis,
vois-tu la végétation bien verte? Si vous regardez de ce côté-là, vous ne la verrez pas. Et donc, il faut tout cela, que ce soit le quotidien du maître. Voir et entendre. Voir et entendre, c'est ce que le Père José appelle la grâce d'État. Il m'a appris ça il y a quelques années. Question sur le port, je râlais parce que à l'angle du port, il y avait des choses qui flottaient, et je lui dis, c'est terrible d'être maire. Finalement, on voit que ce qui ne va pas. Et il m'a dit, chez nous, chez les catholiques, ça s'appelle la grâce d'État. C'est-à-dire que quand vous êtes en responsabilité, vous voyez ce que les autres ne vont pas. Mesdames, vous me comprenez. Et donc, c'est très fatigant. C'est très fatigant, surtout pour ceux qui sont à mes côtés, dans la vie publique ou dans la vie personnelle. Sortir en ville, c'est pas forcément très agréable. Des fois, on me dit, on sort, mais tu coupes ton téléphone. Parce que dans une ville comme Sanary, il y a énormément de choses qui ne vont pas, et il y en aura toujours, et on a toujours envie de rectifier le tir. Le maire, il est aussi le garant de la vraie laïcité, celle qui n'exclut pas, celle qui ne diabolise pas. C'est ce que notre pasteur Noémie appelle la laïcité positive, celle du respect mutuel. Parce que là aussi, personne ne peut savoir s'il détient la vérité, alors respecte l'autre et fais en sorte qu'il se sente bien à tes côtés. Alors je voudrais remercier, je viens de citer Noémie et José, parce que vous avez une belle implication dans la cité et que cela met du bon au cœur des salariés que de vous voir proche de tous les salariés. J'espère que cela en inspirera bien d'autres. Pour gérer la ville, il faut essayer d'avoir le souci de la transparence. Alors à ceux qui confondent transparence et voyeurisme, je leur dis que sur Internet maintenant, toutes les factures de la ville sont publiées. Allez-y, passez votre temps à regarder. Gérer la ville, c'est faire en sorte que les habitants payent le moins de fiscalité possible. Nous y avons contribué depuis 31 ans. Quand je suis arrivé à la mairie de Sanary, la fiscalité était basse et elle reste parmi les plus basses de France. C'est sûr que quand il faut faire le chèque des impôts, c'est jamais agréable, je vous rassure, j'en paye aussi. Et on préférerait partir en vacances. Mais je pense qu'il est absolument nécessaire de comprendre que le mot gratuit n'existe pas. Le mot gratuit n'existe pas. Tout ce qui se passe dans une ville est payé d'abord par les contribuables ou les usagers. Mais le mot gratuit, il faut le bannir de ce langage. Je me suis engagé donc à garder cette fiscalité très basse, à ne pas emprunter pour le mandat qui vient. Alors j'ai commencé avec l'ancienne majorité à respecter cet engagement, puisque le budget a été voté au mois de décembre, et que donc dans le budget de 2020, il n'y a pas d'emprunt sur le budget général, comme je m'y suis engagé. Je vous disais tout à l'heure, il faut gérer un bon père de famille. Gérer un bon père de famille, c'est faire en sorte qu'on essaie de prévenir les lendemains difficiles. Et le bon fils de paysan que je suis pense que le patrimoine est une sécurité. Je pense qu'au cours de ce mandat, nous devrions atteindre le demi-milliard d'euros de patrimoine nouveau pour la ville de Sanary depuis nos élections. Ce n'est pas rien. Par les temps qui courent, il vaut mieux avoir de la terre et des murs que des billets de banque. Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Les salariés sont attachés à la sécurité. La sécurité dans le sens le plus large du terme, et je les comprends tout à fait. Il faut poser des actes qui améliorent la sécurité, mais aussi qui rassurent.
Je crois que c'est important qu'on se sente davantage en sécurité. Et donc nous continuerons dans ce domaine à travailler pour que la vie soit la plus paisible possible. Nous avons vécu, juste avant les mois qui ont précédé ces élections, des moments tragiques, à Ouloul, à Signe et ailleurs. On ne sera jamais à l'abri. Le risque zéro n'existe pas. L'imprévisible, c'est ce qui arrive quand vous pensez avoir tout prévu. L'imprévisible, c'est ce qui arrive quand vous pensez avoir tout prévu. Si je le dis deux fois, c'est parce que j'en suis l'auteur. Il y a quelque chose que nous avons mis en avant lors de ce mandat écoulé et que je continuerai à mettre en avant. Les événements de ces temps derniers prouvent bien que c'était juste. C'est le dépistage et la prévention. Ce sont les meilleures thérapies. Il n'y a pas besoin d'être professeur d'université pour le savoir. Il suffit de regarder autour de soi. Et ce travail que nous faisons, quand j'en vois les résultats, je me dis qu'il est plus que nécessaire. Vous pourriez me dire, mais ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'État. Laissez tomber l'État, ne comptez pas sur lui. Ça vous aidera à avancer. Parce que si vous l'attendez, vous resterez immobile et vous resterez immobile très très longtemps. Et donc, faire du dépistage et de la prévention, c'est anticiper, c'est redresser un citoyen, je parle au sens physique du terme, redresser un citoyen dans sa santé, quand c'est possible. Et c'est donc un moyen de faire en sorte que là aussi, les habitants de cette ville se sentent pris en considération. Nous avons beaucoup travaillé et nous continuerons à travailler sur l'agenda 21 parce que le cadre de vie, l'environnement et l'urbanisation sont des choses importantes. En 1989, nous étions 14 889. Je n'ai pas trop la mémoire des chiffres, mais celui-là il m'est resté. Eh bien, j'avais dit, sans savoir combien de montages je ferai, d'ailleurs je ne sais toujours pas, j'avais dit, nous ne serons jamais 20 000 habitants, nous sommes aujourd'hui, pour faire un compte rond, 17 000. Ce qui fait que la population, comme moi qui dis, c'est l'INSEE, a progressé en moyenne, je dis en moyenne, de 70 habitants par an. Il ne s'agit pas d'être toujours plus nombreux, de bétonner toujours plus, il s'agit de faire en sorte que la vie soit la plus confortable et la plus agréable pour ceux qui viennent et qui habitent surtout à Saint-Denis. Il y a un autre domaine qui n'est pas forcément de notre compétence, c'est celui de l'éducation. Là aussi, n'attendez pas l'État. N'attendez pas l'État pour l'école du développement durable, qui fait que c'est une porte d'entrée dans la citoyenneté pour nos enfants. Une citoyenneté la plus large, la plus ouverte. Ouvrir effectivement le regard des enfants sur la nature et sur le monde me paraît quelque chose de très important. N'attendez pas l'État pour l'informatique. Vous voyez, quand nous avons mis en place l'informatique dans les écoles, puis dans l'agglomération, je ne pensais pas, malgré tous les usages qu'on a pu imaginer, les usages pédagogiques, je ne pouvais pas penser, peut-être que parmi vous, il y en avait qui avaient une capacité dilatoire, je ne pouvais pas penser combien ça serait utile en cette période de confinement. Ce n'est pas la peine de compter sur l'État pour la robotique. Nous le faisons nous-mêmes avec les équipes pédagogiques comme le reste. Pas la peine de compter sur l'État pour les langues vivantes. Ce n'est pas la peine. Nous nous débrouillons du mieux que nous pouvons. Et enfin, puisque ce qui est en préparation, la mise en place d'un Fab Lab, eh bien, même de deux à Saint-Denis, ne comptez pas sur l'État. Ils n'ont pas les moyens. Et quand je dis l'État, ce n'est pas simplement l'actuel. Ça dure depuis longtemps. Moi, j'ai un âge raisonnable, mais ça a toujours été plus ou moins comme ça. Nous allons continuer à faire en sorte que nous puissions garder nos labels, nos certifications, et puis essayer de progresser. C'est une façon aussi d'améliorer la qualité de vie
des habitants. En clair, vous l'avez compris, nous sommes dans la recherche de l'intérêt général. L'intérêt général, ce n'est pas l'addition des intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est là où le plus grand nombre y trouve son intérêt. Nous allons donc aborder ces 6 ans de mandat, a priori. Je dis a priori 6 ans, parce que vous avez vu que le président a fait 6 ans et 2 mois. Mais nous allons aborder ce mandat de 6 ans avec la même volonté. Certes, le paysage a un peu changé. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien perçu tous les changements. Je n'ai pas le sentiment non plus que tout le monde sera capable de faire sa part d'effort pour que nous ne retombions pas dans les situations que nous avons vécues. Mais nous allons essayer de travailler ensemble avec le personnel municipal, bien sûr, parce que si nous avons été réélus, c'est aussi parce que le personnel municipal a bien travaillé à 98%. Nous ne rêvons pas d'unanimité là non plus. C'est parce que nos prestataires de services, les entreprises qui ont travaillé pour nous, ont bien travaillé. C'est aussi parce que les collaborateurs de l'AGLO nous ont apporté leur contribution. Nos collègues de l'AGLO aussi, dans la quasi-unanimité, nous ont apporté leur contribution et nous avons pu bien avancer. Et bien entendu, les collègues du Conseil général qui nous ont permis de réaliser ce que nous n'aurions jamais pu réaliser tout seuls. Il faut aussi remercier les services de l'État qui cherchent à avancer dans les services de l'État. Mais j'ai remarqué que dans la curie romaine, il y avait les mêmes. Pour moi qui le dis, c'est le pape. Il y a malheureusement ce que j'appelle les existentialistes pervers. Ceux qui, pour exister, passent leur temps à vous empêcher d'avancer. Mais heureusement, il y a des gens de talent, il y a des gens de qualité, et donc c'est avec cela que nous essaierons de continuer à travailler. Je leur rends hommage, parce que pour eux, ce n'est pas toujours facile de travailler dans l'esprit de l'intérêt public. Je me souviens un jour, un préfet très actif, très efficace, très attentif, et je lui dis, vous savez, monsieur le préfet, quand j'entends les maires du Var, que je côtoie, parler de vous, ils disent, qu'est-ce que c'est bien, il fait bouger les choses. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, oui, je sais, mais ça ne le fait pas forcément à Paris. Et donc, ces fonctionnaires qui veulent faire bouger les choses, fonctionnaires d'État en particulier, eh bien, je les remercie, je les salue, parce que d'abord, ils sont impliqués, et ensuite, ils ne sont pas là pour faire une carrière. Il faut remercier les citoyens de Salaberry, les résidents secondaires, les visiteurs qui, par leur témoignage, nous encouragent à mieux travailler et à chercher des solutions aux problèmes qui veulent se poser. Pour ce qui me concerne, et ce sera ma conclusion, j'ai pas trop de temps pour regarder derrière. Le laboureur, pour tracer son sillon, doit regarder devant. J'ai pas trop de temps pour regarder derrière, mais de temps en temps, je m'égare un peu. En tous les cas, mon esprit s'égare, regardez derrière nous. Tout ce que nous avons fait a été critiqué, malmené, vilipendé. J'ai vu des manifestations dans la rue, j'ai vu des articles de presse, j'ai vu des occupations de la mairie, j'ai vu la ville bloquée. Et quand je regarde ces événements, je regarde ceux qui me reprochaient ce que nous faisions. Aujourd'hui, mon Dieu, qu'il serait ridicule s'ils osaient dire « j'étais contre ceci, j'étais contre cela », parce que finalement, les rues piétonnes, tout le monde est rentré, tout le monde est arrivé à accepter que cela, ça soit une habitude et une belle chose. La piscine, mon Dieu, la piscine. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La montée de Pitié, la chapelle Notre-Dame de Pitié. On
Ok, ça m'arrange peu. Ouais, je vous détends un peu quand même, pour conclure. Quand je fais quelque chose pour les paroisses, je suis content pour ma table. Je dis, je marque des points. Oui, parce que bon, ça reste entre nous. Je rêve d'être béatifié de mon vivant. Donc c'est la preuve que je ne suis pas prétentieux. Parce que je ne rêve pas de canonisation. Alors un jour, j'ai expliqué ça à notre prêtre, que je n'avais pas vu là-bas au front, bien lui. J'ai expliqué ça aussi à Monseigneur et aussi à notre pasteur. Donc regarde différemment. D'autant que je leur ai dit, quelqu'un a fait l'arbre généalogique de Ferdinand Bernard, il a vu que dans sa famille, il y avait 5 S-A-I-N-T-S, et un pape. Je me souviens de la réflexion de la pasteur, elle m'a dit, ah, mais c'est pas héréditaire. Je lui ai dit, j'en conviens, mais reconnaissez quand même qu'il y a des prédispositions. Du coup, le père José et Monseigneur m'ont amené à Rome voir le pape, on ne sait jamais. Voilà. Donc, tout ce que nous l'avons fait avec notre cœur, avec l'envie de bien faire et l'envie d'être compris. Il faut laisser le temps au temps, a dit le président de la République célèbre. Je crois que quelquefois aussi, dans la vie familiale, dans la vie publique, il faut laisser le temps au temps. Tout le monde ne peut pas voir les choses comme nous les voyons. Alors je dirais simplement qu'il faut simplement s'armer de patience. J'ai la chance, j'ai le privilège, avec un certain nombre d'entre nous, Patricia, Jeannot en particulier, et puis Pierre, c'est tout, oui, de la première équipe, nous sommes un certain nombre à avoir eu la chance qu'on nous donne le temps. Je voudrais simplement remercier les Salafiennes et les Salafiens qui nous ont accordé encore un peu de temps. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Vous savez que, on vous l'a dit tout à l'heure, nous devons désigner le nombre d'adjoints, donc je vous propose de respecter les textes législatifs et de prévoir 9 adjoints. Si vous êtes d'accord, y a-t-il des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Je vous rappelle parce que ça a changé, les adjoints sont maintenant élus au scrutin de liste à la majorité absolue, dans des conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales et la délibération qui vous a été envoyée. Je dis, ça a changé parce qu'avant, on procédait à l'élection, un adjoint après l'autre, qui permettait aux opposants de voter pour un, pas voter pour l'autre, et essayer de mettre un peu la dynamique parmi la majorité, que ce soit les communes d'ailleurs, parce que ça se passe pareil. Et donc, je vais vous proposer une liste de candidats que vous avez sous les yeux. Donc, en premier, Patricia Aubert, Jean Bromley, Muriel Canol, Jean-Luc Ranet, Fanny Mazella, Robert Fortu, Eliane Poulot, Daniel Aster et Laurence Coche de Grassa. Y a-t-il une liste autre que celle-ci de proposer? Y a-t-il d'autres candidats au poste d'adjoint? S'il n'y en a pas, si vous voulez bien, nous pouvons procéder au vote.
vous êtes d'accord, pendant que le scrutin s'effectue, Patricia Aubert va vous lire la charte de l'élu local. Désormais, en effet, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, il est donné lecture de la charte de l'élu local. Par ailleurs, une copie de cette charte doit être remise aux conseillers municipaux. La charte a été envoyée en même temps que la délibération. Elle est présente dans chacune de vos pochettes. Je vais vous en faire lecture. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Y a-t-il, nous en prenons acte. On peut peut-être passer effectivement à la gestion courante, donc c'est une... Donc il y a les délégations du conseil municipal. Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions au maire conformément à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales afin de permettre une meilleure gestion des affaires courantes. Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, la loi 2020-290 du 23 mars 2020 prévoyait dans son article 11 que le gouvernement pouvait prendre une ordonnance pour assurer la continuité du fonctionnement des collectivités territoriales. Cette ordonnance numéro 2020-391 du 1er avril 2020 prévoit dans son article 1 que, en raison de l'état d'urgence sanitaire, le maire exerce d'office par délégation les attributions mentionnées au 1er, 2e, 4e et 29e article. Je vais reprendre mon exposé parce qu'il sera un petit peu plus court, je vous prie de m'en excuser. Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions au maire afin de permettre une meilleure gestion des affaires courantes. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, l'État a pris une ordonnance déléguant d'office au maire l'intégralité des matières pouvant l'être, à l'exception du recours à l'emprunt. Cette délégation d'office a pris fin à l'entrée en fonction des conseillers municipaux le 18 mai dernier. Il est ainsi proposé de revenir à une délégation de gestion courante dans l'esprit de celle du mandat précédent, c'est-à-dire ne reprenant pas toutes les possibilités prévues par le Code. Les matières déléguées pour la durée du mandat sont énumérées dans le projet de délibération. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. On peut passer aux mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence. La loi de l'état d'urgence. Ceux qui doivent débrouiller, vous pouvez vous
La loi de l'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 et les ordonnances qui ont suivi ont permis de faciliter la gestion de crise avec une plus grande souplesse dans certains domaines. La loi prévoit qu'il faille en rendre compte à la première réunion du conseil municipal après que ces mesures aient été prises. Cela concerne des mouvements de crédit et des décisions pour lesquelles vous avez reçu un récapitulatif avec l'envoi du conseil. Y a-t-il des observations ou des questions? Je vous remercie. Nous avons procédé au dépouillement. Une enveloppe vide. Une blanche. La liste Patricia Aubert. Liste Continuons ensemble. 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 C'est la loi, il faut annoncer. Liste Continuons ensemble. Liste Continuons ensemble. Liste Continuons ensemble. Liste Continuons ensemble. Un vide, donc nul. Et un autre vide, donc nul. Donc 33 bulletins trouvés dans l'urne, 3 bulletins nuls, un bulletin blanc, 29 suffrages exprimés, la majorité étant de 15. Donc les élus sont, les adjoints pardon, sont donc élus. Je vais les appeler par ordre. D'abord je vais nommer Gilles, puis je vais leur donner les chartes.
Vous êtes élu première adjointe, Patricia Ouret. Alors, deuxième adjoint, Jean Monti. Troisième adjoint, oh, Muriel Canon. Quatrième adjoint, Jean-Luc Granet. Cinquième adjoint, Fanny Maceda. Sixième adjoint, Robert Porte. Cinquième adjoint, Eliane Thibault. Huitième adjoint, Daniel Asser. Neuvième adjoint, Laurence Coche-Grassa. Je suis content parce que je me suis trompé qu'une fois pour les chartes. Toujours que je réfléchisse beaucoup pour savoir dans quel sens se met. Vous voilà, adjointe et adjoint. Vous allez avoir, bien entendu, du travail et surtout des devoirs. La tâche qui vous attend, elle est à la fois passionnante, quelquefois ingrate, mais si vous travaillez, vous verrez qu'elle sera reconnue. On va passer, on peut les applaudir tous en même temps. Service juridique n'était pas attentif. Bien, voilà, cette séance est terminée. Je voudrais présenter mes excuses à toutes celles et à tous ceux qui auraient bien voulu venir et qui n'ont pas pu venir. Les précédentes mandatures, il y avait 1 millier de salariés à chaque fois. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins nombreux et donc certains peuvent en être déçus, mais qu'ils sachent que nous avons bien pensé à eux et en particulier à ceux qui sont venus voter et à tous ceux qui nous font confiance depuis longtemps. Parce que si aujourd'hui nous sommes là, c'est grâce à eux. Et donc, ce qu'il faut que nous sachions, c'est que nous avons un mandat de 6 ans et que dans 6 ans, nous passerons de nouveau à la toise et que donc pendant 6 ans, il faut beaucoup travailler, mais il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. Merci à vous toutes, merci à vous tous, je vous souhaite